Merci tout le monde de venir assister à cette conférence qu'on fait sur comment protéger l'emploi des milieux forestiers en milieu privé avec Claudine La Jeunesse de l'Agence forestière de Montérégie et Isabelle Lapierre et Stéphane Gingras qui va être notre troisième conférencier qui va présenter le projet d'Ambioterra. Donc, corridor bleu-vert, la partie sur comment protéger les milieux forestiers et la biodiversité. Donc, moi, je suis Priscilla Garot, je suis la directrice générale d'Ambioterra. On est un groupe communautaire qui vise à protéger la biodiversité dans le sud du Québec. On existe depuis 23 ans et on concentre nos projets dans Montérégie-Ouest depuis 2009. Donc, c'est ça. Puis, le projet corridor bleu-vert, dans le fond, cette activité de ce soir, c'est une activité du projet Corridor bleu-vert qui est financée cette année par la Fondation ECO et le Fonds de solidarité de la FTQ et la Fondation RBC. Donc, le projet Corridor bleu-vert, dans le fond, c'est que si on regarde une carte éco-forestière de la Montérégie-Ouest, donc, la rive sud-ouest de Montréal, c'est on s'apercevrait qu'il reste à peu près de la forêt juste dans les municipalités transfrontalières avec les États-Unis. Puis plus qu'on va vers le fleuve, moins il y en a. Donc, la plupart des municipalités, là, comme à partir de Saint-Chrysostome jusqu'à Châteauguay, il n'y a plus assez de couverts forestiers pour protéger la biodiversité, mais aussi au niveau des changements climatiques. Donc, le projet, c'est de protéger les milieux forestiers qui restent et aussi d'améliorer la forêt au niveau de sa biodiversité initiale qu'il y avait et de faire de la restauration dans les municipalités où il n'y en a pas. Et comme 98% du territoire est privé, donc on accompagne les propriétaires. Donc Stéphane va vous présenter tantôt la conférence. Donc, dans le fond, il y a Claudine La Jeunesse, directrice générale de l'Agence forestière de Montérégie, qui va présenter, dans le fond, le programme de mise en valeur d'aménagement forestier pour les propriétaires privés. Donc, Mme La Jeunesse a obtenu son baccalauréat en aménagement et environnement forestier, puis est devenue membre des ingénieurs forestiers du Québec en 1997. Elle œuvre depuis plus de 20 ans en forêt privée et occupe depuis 7 ans la direction générale de l'Agence forestière de Montérégie. Puis durant toutes ces années, elle s'implique dans le développement et la promotion de l'aménagement des boisés privés dans Montérégie. Elle travaille entre autres à développer une expertise régionale sur l'aménagement des forêts feuillues du sud du Québec et sur les plantations de feuillus. Puis elle participe à différents projets, dont le guide pour l'adaptation des forêts montérégiennes face au changement climatique. Puis elle s'implique dans plusieurs organisations et participe à différents comités qui touchent l'environnement forestier. Puis elle coordonne actuellement une entente régionale pour le développement de la forêt dans Montérégie, accompagnée de différents intervenants, dont les MRC du territoire. Elle a à cœur la protection de la mise en valeur de la forêt privée de la région. Et Mme Lapierre, ingénieure forestier, diplômée depuis avril, d'un baccalauréat en aménagement et environnement forestier de l'Université Laval. Elle œuvre dans le domaine de la foresterie et de la gestion des ressources naturelles. Elle travaille à l'agence depuis juillet, où elle met à profit son expérience en aménagement forestier et en environnement. Puis elle détient également une technique en aménagement cygénétique et halieutique, ce qui lui a permis de développer une meilleure compréhension des écosystèmes naturels. Au fil de son parcours, elle a travaillé pour des organismes de bassin versant, à la direction, à la recherche forestière ainsi que pour l'industrie et maintenant pour la FM. Je vous invite à venir présenter votre conférence. Puis après ça, je vais présenter Stéphane. Ça va être à son tour. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ça nous fait plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler forêt privée, parler de la forêt sur le territoire. On a un vaste territoire. Première question que j'ai à vous poser ce soir, est-ce que vous connaissez l'Agence forestière de la Montérégie? Non. Non? Ah ben c'est bon, je suis bien contente qu'on soit là aujourd'hui pour vous parler de notre organisation. Donc, on est... Ah! Pendant ce temps-là, on va jaser. Donc, ce que je comprends, c'est que vous ne connaissez pas l'Agence forestière. Est-ce que vous connaissez
les conseillers des ingénieurs forestiers sur le territoire. Je pense M. Duluth, qui a pris sa retraite, il y a aussi David Bébeau-Lemieux qui travaille à la pépinière aussi. Donc, c'est des gens avec qui on a déjà travaillé, mais que ça se poursuit avec la relève. Donc, on va tout enchaîner, tout cette belle présentation-là qu'on va vous faire ce soir. Donc, je vais faire la première partie, présenter. Donc, le plan de présentation, on va présenter. Je vais juste me mettre. Je vais pas vous faire d'eau. Donc, on va commencer par présenter l'agence. En deuxième lieu, on va faire un portrait sommaire des superficies forestières du territoire. Regarder aussi la forêt au service de la biodiversité, les opportunités de valorisation, les défis aussi qu'on a, les défis pour maintenir la forêt, on le sait, puis vous le savez autant que moi, les principaux acteurs du milieu forestier, devenir producteur forestier, en quoi ça consiste, le plan d'aménagement, et on va terminer avec le programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées avec une période de questions. Donc, le territoire de l'Agence forestière, on en couvre grand, donc on couvre anciennement la région, le territoire couvrait aussi 2 MRC maintenant qui sont en estrie, mais on couvre l'entièreté de ce secteur-là, dont le secteur ici du Haut-Saint-Laurent, Beauharnois, Jardin-de-la-Pierre, toute cette zone-là qui est plus à l'ouest de la Montérégie. Donc, ça comprend, c'est quand même 11 700 km², 177 municipalités, 14 MRC, on a, comme je vous ai mentionné, 2 régions administratives, donc ça fait beaucoup de municipalités. On travaille beaucoup plus à l'échelle des MRC quand on a des dossiers plus au niveau réglementaire, etc. Donc, l'agence, son mandat, dans son principal mandat, c'est vraiment d'orienter et développer la mise en valeur de la forêt privée sur son territoire. On a des outils qu'on utilise. Dans le fond, on est un organisme qui est mandaté par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Donc, on a un mandat de délégation. Et nos 2 mandats principaux, c'est vraiment élaborer la mise en œuvre et le suivi tout en protection de mise en valeur de la forêt privée sur son territoire. On est en train de le mettre à jour. La dernière année qu'on a fait, la dernière fois, ça remonte en 2017. Donc, ça fait pratiquement 10 ans. Donc, on est en refond de ce plan-là parce qu'on sait que ça a évolué. Hein. Il y a des choses on pense entre autres au changement climatique, plus de connaissances, on connaît plus l'impact aussi sur le milieu forestier, fait que c'est des éléments qui vont être abordés dans ce qu'on appelle le PPMV. Il y a aussi l'autre mandat qui est le soutien financier et technique à la protection et à la mise en valeur des forêts privées. Ça, dans le fond, c'est qu'on offre du financement, on va le voir un peu plus loin, financement pour des propriétaires qui veulent aménager leur forêt, c'est-à-dire qui ont à cœur leur forêt, qui veulent la maintenir en place, et qui veulent réaliser soit des travaux, ça peut être des coupes de jardinage ou même des fois des enrichissements à l'intérieur des forêts. Donc, c'est des activités qui peuvent être financées via le programme. Et on est un organisme aussi de concertation, donc on ne représente pas aucune... donc, on est neutre. On a un conseil d'administration qui est formé des 4 partenaires de la forêt privée. Là, je vais rapidement. Là, on a le ministère qui siège à notre conseil d'administration, le MRNF qu'on appelle. On a des représentants de propriétaires aussi qui siègent à notre conseil d'administration. On a des maires aussi de municipalités qui siègent et l'industrie forestière aussi qui siège là, autant au niveau des parts du papier qu'au niveau du siège. Je te laisse la parole, Isabelle, pour la partie forestier. Donc, vraiment sommairement, le portrait dans la région, ça basé sur nos données du PPMV de 2017, qu'on est en train de mettre à jour. Il y avait environ 40% du territoire qui était couvert de superficie forestière. Ça a probablement changé dans les dernières années. Comme le reste de la Montérégie, c'est principalement des forêts feuillues, donc 75% en majorité. Ces forêts-là sont composées de feuillus tolérants, des feuillus sur des milieux humides, des stations humides qu'on va appeler, puis quand même une bonne proportion en érablière, que ce soit des érablières à sucre ou rouges. Donc, pourquoi aménager sa forêt?
C'est pas juste pour produire du bois, c'est aussi pour la rendre plus résiliente, améliorer la santé, c'est accroître et améliorer la pérennité de son boisé, favoriser les bénéfices environnementaux, resserrer les liens sur le territoire entre les forêts, créer de la connexion, puis augmenter la résilience. C'est vraiment, c'est pas juste de produire du bois, c'est vraiment un investissement écologique et économique qu'on fait pas juste pour soi, mais pour l'ensemble de la société également. C'est quoi la biodiversité? Je ne vais pas trop aller en détail parce que je pense que vous allez aller un petit peu plus loin. C'est tout ce qui touche la diversité du vivant, que ce soit la diversité génétique, la diversité des écosystèmes, la diversité des espèces. C'est ça qui va rendre une forêt avec une riche biodiversité, c'est d'avoir tous ces éléments-là ensemble. À quoi nous sert la forêt? Elle nous offre plusieurs services, que ce soit des services d'approvisionnement, des services de régulation, des services socioculturels comme notre patrimoine québécois, que ce soit les forêts. On est tout à... La forêt, c'est le Québec, comme les services de régulation, les régulations du climat, les régulations de l'eau. C'est des services que pour l'approvisionnement, ça nous offre de la matière ligneuse, des fibres. Puis ça permet aussi de s'alimenter des fois, plus dans le passé. J'ai l'impression que j'ai sauté bien des affaires. Non, mais là, c'est ça, on revenait à la Montérégie, mais tu sais, c'est des éléments qui s'appliquent aussi au territoire aussi, parce que, comme Priscilla mentionnait tout à l'heure, on a un territoire très fragmenté, il y a de la forêt qui se trouve plus le long de la frontière, et plus on va vers le nord-est, le nord-ouest, la forêt se fait de plus en plus rare, puis c'est comme ça, c'est une bonne partie du territoire. C'est très des extrémités de la Montérégie. On regarde l'ouest, l'est, le nord, c'est là qu'on retrouve souvent. Puis on a nos fameuses montérégiennes aussi qui sont quand même importantes de mentionner, qui sont des noyaux importants d'habitat. Donc, je ne sais pas si tu voulais revenir sur... Justement, par rapport à la fragmentation, le fait qu'on a un territoire assez fragmenté, que ce soit avec les milieux urbains, les milieux agricoles, les forêts, les forêts ils ont de la misère à... les essences, ils ont de la misère à mélanger leur génétique, puis ça fait qu'on perd la résilience de nos espèces. Il n'y a plus de mélange. Nos forêts n'arrivent plus à migrer, que ce soit les animaux ou les plantes, qui n'arrivent pas à se mélanger entre elles. C'est pour ça que c'est important de créer des corridors pour relier ces peuplements-là ensemble pour améliorer la résilience, la santé de nos forêts face au changement climatique. Puis un point important, c'est ça, c'est le défi qu'on a face au changement climatique. Dans le passé, on a eu beaucoup tendance à simplifier nos forêts, je voudrais dire, au niveau de la structure de la forêt qu'en diversité d'essences. Souvent, on se promène dans les érablières, les essences compagnes, on a de moins en moins. On en a vu disparaître en plus, puis on n'a pas été chanceux. Il y avait une espèce de compagne qui était présente, qui était le frêne. Là, la grille est arrivée. Là, on vient d'en perdre une bonne. C'est une essence qui était quand même assez résiliente. Mais pas à cet insecte-là qui est nuisible, qui est une espèce exotique. Mais c'est ça, ça fait partie de nos défis d'amener une meilleure diversité au niveau des essences, mais aussi au niveau de la structure. Souvent, on a tendance à avoir un petit peu moins de régénération au sol. On sait qu'on a le cerf de Virginie qui vient nous donner plus de fil dans le tas si on veut régénérer la forêt. Donc, c'est des défis qu'on a, le milieu forestier, pour favoriser une meilleure résilience, puis travailler sur la structure de la forêt, puis la diversité aussi de nos forêts. Pour parvenir à avoir une forêt plus en santé, il y a des façons de la valoriser. Il y a des zones que des fois on peut remettre en production, des friches qui ont été abandonnées, on peut en replanter, donc vous donner une fois en plantation. On peut faire de la préparation de terrain, de la mise en terre. On peut entretenir notre régénération, dégager nos essences désirées. Dans la région, on est sur des terres fertiles, riches, il y a beaucoup de compétition. Donc d'aller dégager nos essences
qu'on veut voir grandir, bien, ça va les aider à avoir accès à la lumière et aux nutriments. On peut éduquer nos peuplements avec des éclaircies pré-commerciales. C'est un peu le même principe que le dégagement, sauf que ça va être sur des tiges, des fois qui sont plus de 2 mètres de hauteur. Là, on va libérer nos tiges d'avenir. Ensuite, bien, il y a les traitements commerciaux comme les coupes progressives puis les coupes de jardinage. Les coupes commerciales, ça veut pas nécessairement dire qu'on fait des gros prélèvements et que ça s'en va tout à l'usine. C'est aussi il y a différents traitements. Tous ces traitements-là sont choisis en fonction des caractéristiques de notre peuplement, que ce soit la structure, l'âge, les essences, sur le type de terrain qu'on est. Par exemple, les coupes progressives, que ça c'est un procédé de régénération, que ça va nous aider à établir ou maintenir notre régénération en revenant quand même souvent dans le peuplement pour vraiment avoir de la régénération en régénération désirée. Puis ça, ça va se passer dans des forêts des fois un peu plus âgées parce qu'ils ont des semenciers qui sont là pour créer de la régénération au sol. Souvent, c'est ça, on va créer des trouées. Puis on va faciliter pour que le sol soit, ça dépend de quelle essence qu'on veut favoriser, mais par exemple, si on veut favoriser, par exemple, le pain blanc, ben on va brasser le sol, on va dégager pour qu'il y ait de la lumière, ça peut l'aider à s'installer. Mais des fois, on a besoin de donner un petit coup de pouce à la nature, puis de venir planter des essences comme des chênes, mais ils ont besoin de lumière, fait que souvent en créant des trouées, on vient enrichir, qu'on appelle, avec d'autres essences pour amener une diversité au niveau des espèces. C'est des solutions comme ça, mais quand on vient installer, parce qu'on veut favoriser le feuillu, on est dans le sud du Québec, mais il faut penser à la problématique du cerf, il faut trouver des moyens plus faciles et moins coûteux pour protéger les plants qu'on met en terre, parce que c'est le défi qu'on a. Là. On a le cerf d'origine, ça c'est un autre dossier, mais c'est certain que ça fait partie quand on se lance dans des projets comme ça, il faut garder en tête qu'il faut trouver des moyens pour protéger ces plants-là contre le cerf d'origine. Ensuite, il y a les coupes de jardinage. Je pense qu'il y a des ostréiculteurs parmi nous, c'est pas mal la coupe qu'on voit le plus dans les érablières. On vient aux 10 ans, on essaie de maintenir une structure assez équilibrée, d'avoir différents âges dans notre peuplement pour avoir différentes cohortes puis maintenir notre production aussi. Pas mal ça. Oui, puis établir la régénération. Oui, c'est sûr que. Oui. La maintenir. Oui, exactement. Même si justement, avec le cerf, c'est un enjeu. Il y a ça, les petits feuilles libérables. Ça devient un enjeu pour la régénération, que ce soit le cerf ou les espèces exotiques envahissantes. Maintenant, des fois, tu as une ouverture qui va se créer dans ton couvert en ouvrant. Puis si tu as une espèce exotique, par exemple le mercrun, il va prendre le dessus, puis le cerf, lui, il ne mange pas. Ça crée vraiment un enjeu pour nos cohortes qui vont suivre. Ici, je pense qu'il présence un peu plus de je pense que c'est du mercrun cathartique. Mais il y a des secteurs aussi je pense que c'est plus du cathartique que vous avez ici. Ouais. Mais d'autres secteurs, c'est le bourdelle, mais c'est quand même c'est les mêmes problématiques, c'est envahissant. Oui, ça ressemble pas mal. Oui, exactement. Il y a les deux. Oui, vous avez les deux. Bon. Chanceux. D'autres défis à l'aménagement, c'est que souvent, les superficies ne sont pas très grandes, donc des fois, c'est plus difficile d'être rentable. Les coûts de la machinerie ne changent pas malgré la superficie, ça reste dispendieux. Les chemins d'accès, la réglementation, ça peut être vraiment compliqué. C'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour les propriétaires aussi. Il y a différents paliers, ça touche les cours d'eau, ça touche le milieu urbain, périurbain, c'est assez volumineux. Puis ça change d'une municipalité à une autre, ça complique aussi le travail des professionnels. Le temps, la mise en marché aussi, il faut faire affaire avec le syndicat. Puis la disponibilité de la main-d'œuvre, on en a pas. C'est ça, si vous décidez de faire vous-même les travaux, c'est une chose, c'est quand même du travail. Il y en a plusieurs propriétaires qui aiment le faire eux-mêmes, mais c'est un défi en soi, la main-d'œuvre pour réaliser des travaux. Je vais revenir un peu sur la réglementation. Oui, effectivement, on essaie, à ce que l'agence amorce une réflexion au niveau régional, justement, pour travailler avec les MRC, parce qu'il y avait l'idée d'amener des règlements à l'échelle du territoire d'une MRC. C'est des éléments qu'on va discuter dans les prochains mois.
puis c'est ce qu'on souhaite, puis d'amener une certaine forme d'harmonisation à l'échelle du territoire. Bien, il y a certains éléments que peu importe où ce qu'on se trouve sur le territoire, ça devrait être similaire à l'ensemble du territoire, parce que c'est des éléments qu'on va discuter avec, là actuellement, on amorce des discussions avec les aménagistes, les MRC, mais éventuellement, ça va percoler au niveau des élus. Mais on amorce ces discussions-là, mais c'est un des dossiers importants qu'on veut travailler dans la prochaine année. Donc, les acteurs dans le milieu forestier, vous en connaissez sûrement déjà, vous êtes dans le milieu. Ben oui, à l'agence, on est nous, on est responsable du programme d'aide à la mise en valeur. On est un soutien financier et technique pour la protection et la mise en valeur de la forêt. Il y a les syndicats qui sont responsables de la mise en marché. L'industrie forestière, donc pour le port de sillage, il y a les plans conjoints. Il y a les conseillers forestiers, les indépendants et les organismes de gestion en commun, comme les groupements forestiers. Dans le fond, il faut faire affaire avec un conseiller forestier accrédité ou un des groupements pour avoir accès au programme d'aide. Sur le territoire ici, c'est des conseillers uniquement indépendants. Il n'y a pas d'organisme de gestion en commun. Donc, il y en a quand même quelques-uns. Il y avait anciennement M. Duluth, mais ces dossiers ont été transférés à Ressources forestières biotiques qui est actif dans le secteur. On a aussi Sylvain Croissance. Je sais pas, il y en a quand même 4-5 conseillers forestiers qui viennent dans le secteur ici. Donc, c'est vraiment un propriétaire qui veut faire affaire avec le programme. À ce moment-là, c'est ensuite, on a les entrepreneurs forestiers, les transporteurs, qui vont exécuter les travaux quand on prend plus des services clés en main. Les municipalités et les MRC qui sont responsables de leur réglementation. Et l'Association forestière du Sud du Québec, que eux, si vous allez sur leur site Internet, ils ont beaucoup de webinaires, ils font des congrès, des formations pour les propriétaires, des articles, ils ont le... Oui, ils font la revue Progrès forestier. Donc, c'est un organisme de sensibilisation et de communication au niveau du milieu forestier. Donc, ils vont assez large, ils font beaucoup de formations. Bien, c'est pas des formations, c'est plus de la sensibilisation dans les écoles sur le milieu forestier, tant au niveau primaire que secondaire. Donc, ils sont très impliqués, puis ils couvrent quand même tout le territoire. Donc, ils sont sûrement vus dans les écoles du secteur là, pour sensibiliser les jeunes à la forêt, à l'importance de maintenir la forêt et des ressources du milieu forestier aussi. Donc, devenir producteur, si ce n'est pas déjà le cas, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une forêt de minimalement 4 hectares et posséder un plan d'aménagement forestier qui est produit par un ingénieur forestier, donc un conseiller forestier. Donc, un plan d'aménagement forestier, c'est quoi? C'est un résumé des connaissances de notre terrain, que ce soit sur ça va tout décrire les peuplements, la hauteur des arbres, l'âge des peuplements, l'état de la régénération, le relief sur le terrain, les cours d'eau, les contraintes. Ça contient les objectifs généraux pour le boisé, mais des objectifs spécifiques pour chaque peuplement. Puis en ce moment, il y a des subventions quand vous faites affaire avec votre conseiller pour avoir des plans d'aménagement forestier bonifiés, que ça va présenter tous les milieux sensibles, que ce soit des espèces en péril, des écosystèmes forestiers exceptionnels, des... Bien, il y a des espèces à statut tant faunique que floristique. Milieu humide, ça peut être des marécages, ça peut être des marécages arborés, ça peut être des marais. Etc. Puis tout ce qui est des écosystèmes forestiers exceptionnels. Donc, c'est des éléments qui sont notés, mais qui étaient déjà notés, mais là, on va un peu plus loin en inscrivant vraiment tout le détail des espèces, des mesures de protection à mettre en place. Puis, il y a des fiches d'informations qui ont été développées qui sont intégrées au plan d'aménagement aussi. Il ne faut pas voir ces plans-là comme des contraintes. Je pense que c'est juste une plus-value de savoir qu'est-ce que sur notre terrain. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a une parulienne ou parce qu'on a une grenouille qu'on met une cloche de verre sur notre terrain, c'est pas du tout ça. Parce qu'on se rappelle, l'aménagement forestier, c'est une mesure de conservation en soi. On est en forêt feuillue, fait qu'on ne fait pas des grosses coupes intensives de coupes totales ou des prélèvements au-dessus de 80 %. Ça tourne toujours autour de 25-30 %. Puis quand on fait des investissements via le programme, mais
on protège notre couvert forestier, fait qu'on s'assure qu'au moins pendant 10 ans, il n'y a personne qui va venir détruire nos investissements qu'on a faits dans notre forêt. Il ne faut pas avoir peur du plan bonifié. Donc, c'est quoi le programme d'aide? Ça permet aux producteurs forestiers de réaliser des travaux d'aménagement chez eux. Pour y avoir accès, il faut être un producteur forestier enregistré, donc avoir 4 hectares et avoir un plan d'aménagement forestier. Ça permet de bénéficier des services d'un professionnel, donc d'un ingénieur forestier. Le programme, c'est géré par l'agence, donc nous, c'est livré par les conseillers forestiers qui sont accrédités annuellement et c'est destiné pour les producteurs forestiers. Donc, les travaux types qui sont financés par l'agence, par le programme d'aide, ça va être la préparation de terrain, de la mise en terre, de l'entretien de plantation. Ça, c'est assez marginal par rapport à nos budgets annuels. Des éclaircies commerciales, des coupes commerciales, des coupes de jardinage. Bien, ça, c'est comme je vous explique tous, c'est des types de traitements commerciaux. Des coupes de récupération, par exemple, quand il y a plein de sapins qui tombent. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup dans la région. Bien, des fois, ça fait des micro-rafales. Je ne sais pas si vous avez vécu ça dernièrement, mais les dernières années, on a vécu des micro-rafales qui fait qu'il y a des îlots d'arbres qui se renversent. Fait que c'est ce genre de traitement qu'on va faire. On va aller récupérer le bois pour laisser place à la régénération. C'est ce qu'on souhaite. Ça, c'est des éléments. Ou des cas on a eu le verglas de 98, on espère pas le revivre. Il y a aussi la grille du frein aussi, quand on a des forêts qui sont affectées. Donc, il peut y avoir des récupérations qui peuvent se faire à ce moment-là. Donc, sinon, on a aussi les visites conseils, que ça, c'est les conseillers forestiers qui vont se déplacer chez vous. Dans votre forêt, c'est une visite qui est payée par l'agence. C'est une visite de 2 heures avec un professionnel dans votre boisé. Si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas fait de travaux, depuis 5 ans, c'est du financement. Si vous n'avez pas un producteur qui est inactif dans le fond, qui ça fait plus de 5 ans qu'il n'a rien fait dans son boisé, il peut bénéficier d'une visite conseil. Tout comme un nouveau propriétaire qui a 4 hectares, qui dit ben, je ne sais pas si j'ai le goût de me lancer là-dedans, mais j'aimerais ça rencontrer un professionnel qui va venir me parler de ce que je peux faire avec mon boisé, m'accompagner, puis ça vous laisse la chance d'avoir l'information puis de prendre une décision éclairée par la suite si vous voulez adhérer ou pas au programme. À l'époque, quand on finançait ces activités-là, c'est qu'on pouvait régionalement, on pouvait décider quelle activité qu'on finançait avec la grille de financement. On avait le choix de décider, on veut financer ça dans la région, etc. Depuis 2016, maintenant, c'est une grille provinciale. Fait que peu importe où se constitue au Québec, c'est toutes les mêmes activités, toutes les mêmes taux. Fait que là, on a moins de marge de manœuvre. Ça, c'est un point plus difficile au niveau régional quand on veut appliquer des nouveautés, c'est plus difficile. Les visites qu'on parle, les visites conseils qui sont pour les nouveaux propriétaires ou ceux qui sont, c'est vraiment en marge du programme que c'est financé. Donc, cette visite-là, effectivement, vous avez raison, ça fonctionnait très bien. Ça fait quand même pas loin de 15-20 ans qu'on avait fait ça. Parce que ça, c'est vraiment quand on dit 5 ans, c'est un propriétaire qui a poursu de l'aide de l'État pour faire des travaux. C'est que l'agence n'a pas versé d'aide financière pour faire des travaux. À ce moment-là, vous êtes admissible. Si vous faites vous-même vos travaux sans financement, puis vous dites, ben, moi, j'aimerais ça avoir une visite conseil, ben, vous êtes éligible. La visite dure 2 heures, qui est 4 hectares ou 4 20. Oui, bien là, c'est ça qui ne marche pas au complet. C'est vraiment de discuter avec vous de ce que vous voulez faire avec votre boisé. Avez-vous des objectifs à court, moyen, long terme? Je donne un exemple, un propriétaire qui veut éventuellement faire de l'exploitation acéricole, qui dit, ben moi, éventuellement, ce coin-là de mon terrain, je voudrais faire de l'exploitation acéricole. Y a-t-il quelque chose que je devrais faire avant de me lancer là-dedans? Ou vous avez une friche, vous dites, ben, j'aimerais peut-être ça faire quelque chose avec ça, je ne veux plus la cultiver. Il y a moyen de remettre en culture, je veux dire, reboiser ces zones-là à ce moment-là. C'est tout ça que, c'est sûr qu'en 2 heures, on est conscient, mais l'idée, c'est vraiment de prendre connaissance du programme. Vous avez quelqu'un qui le connaît, qui va pouvoir vous l'expliquer, en tenant compte aussi de vos objectifs, ce que vous avez pour votre boisé. C'est sûr que c'est personnalisé, c'est pour ça qu'il y a une rencontre. Puis on veut pas que ça soit en Zoom, puis ni au téléphone. Ça, on était clair là-dessus, parce que
Dans le temps, c'est sûr qu'on a eu la pandémie, c'était un petit peu plus ardu, mais là, on peut se parler, puis c'est ce qu'on veut. On veut que la rencontre se fasse sur le terrain, non pas au téléphone ou au bureau du conseiller. On veut que les gens se rencontrent sur le terrain. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le temps. Mais quelqu'un qui dirait, je veux que tu viennes, mais j'en veux un plan, ben là, il peut déjà commencer à le marcher avec vous. Il peut aller un peu plus loin si vous avez déjà l'intention de devenir producteur et d'avoir votre plan. Ben là, il peut le marcher plus en détail. Ça, c'est uniquement en vue d'une production. C'est pas une obligation. C'est pas, mais je veux dire, l'objectif, la discussion, c'est pas pour voir la biodiversité et la santé de la forêt, c'est pas vraiment ça l'objectif. C'est en vue pour une production éventuelle. Bien, c'est sûr qu'on protège la biodiversité. L'objectif qu'on vise, c'est de maintenir la forêt, protéger les éléments sensibles qui sont à l'intérieur de la forêt, la diversité, la diversifier en fonction de la composition de la forêt. Si on voit qu'il y a un manque au niveau de la diversité, bien, il y a des actions qu'on peut faire, qui peuvent être faites. Il y a de l'aide financière via les programmes qui est possible. C'est des discussions que vous allez avoir avec votre conseiller. Mais le plan, oui, il y a la production, ça fait partie, mais c'est pas juste ça. C'est un plan qui, puis comme Isabelle a mentionné, l'aménagement, c'est une forme de conservation parce que notre objectif, c'est de maintenir la forêt en place puis de l'aider à être en meilleure santé. Comme tu disais, Isabelle, la forêt n'a pas besoin de nous. Des fois, elle n'a pas besoin de nous. On peut la laisser aller. Sauf que, tu sais, on voit tout ça aller, on dit avec les espèces exotiques envahissantes. Tu sais, si on se dit, on la laisse aller, je ne sais pas ce qu'on s'en va. Des fois, je me dis, on voit des milieux qui sont un petit peu plus dépérissants ou qui ont besoin d'être valorisés, d'avoir un petit coup de pouce. Des fois, la nature a besoin d'un petit coup de pouce. Puis de plus en plus, les changements climatiques puis les espèces exotiques envahissantes, c'est l'arrivée de tout ça qui fait en sorte qu'il y a des fois, on n'a pas le choix de donner un petit coup de pouce à la nature. Juste un petit commentaire par rapport à ça pour mettre les choses en perspective. Notre forêt ici dans la région a été au moins coupée 3 fois depuis le début de la colonie. Une forêt, le temps que ça prend pour se régénérer, premièrement, elle sera pas nécessairement comme elle était avant, une fois que tu l'as coupée. Il y a des chances que les essences qui étaient là vont revenir naturellement, mais c'est ça, fait que notre forêt, même si on ne veut pas, même si ça ne nous tente pas, elle a besoin d'amour. Il faut rentrer dedans, puis il faut essayer pas de l'aider un peu la remettre un petit peu plus à l'ordre du jour, justement, pour retrouver un peu, je vais en parler tantôt, mais ce qu'on va faire avec la pépinière, c'est un peu ça. Retrouver des essences qui ont disparu, régénérer la forêt. C'est ça le défi qu'on a, c'est on va laisser ça tout aller, mais on ne sait pas, avec le fait qu'on a la sécheresse, entre autres. On l'a vécu l'été passé, hein? Je ne sais pas si vous avez observé certains arbres qui ont souffert de cette sécheresse. On a vu là, des arbres qui en plein mois d'août, les feuilles ont séché sur place. On dit, bon, dans quel état qu'on va retrouver ces arbres-là au printemps? C'est des questions qu'on a. Est-ce que ces arbres-là ont souffert d'embolie? C'est au niveau de la sève, le fait qu'on pompe plus de sève, on pompe de l'air, ça fait des bulles d'air, donc ça peut amener de la mortalité. Donc c'est tout ça qu'on va voir, les effets de cette sécheresse. Donc un stress de plus qui vient de s'ajouter à nos arbres. Donc, pour terminer, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Bien, nos forêts, c'est des écosystèmes fragiles, il faut en prendre soin. La biodiversité, ça possède une valeur, ça nous amène des services, donc il faut en prendre soin. L'aménagement forestier, c'est une utilisation durable de la forêt. Puis les propriétaires ne sont pas seuls, il y a de l'accompagnement qui existe, il y a des financements qui existent, puis les programmes d'aide sont là pour vous aider. Ça fait pas mal de tours, je pense. On a un site internet. Oui, notre site internet, si vous avez la chance d'aller consulter, on a beaucoup d'informations. Oui, sur le programme, mais pas uniquement sur le programme.
sur différents sujets, que ce soit sur les plantations feuillues, sur les espèces exotiques, différents outils de conservation. On a quand même une panoplie d'informations que vous pouvez consulter sur les fiches qu'on a parlé dans le cadre des plans bonifiés sont disponibles aussi via notre site internet. Bien, merci. Oui, c'est ça, on va prendre des questions. Je ne sais pas si on peut ouvrir les lumières, c'est peut-être plus facile de voir. Vous voyez pas, vous voyez dans le fond. Au début de la présentation, j'ai vu un chiffre impressionnant. 44 du territoire se trouve en forestier. Est-ce que c'est vrai? 39, mais ça Voilà, va jouer sur 5%. C'est quand même. C'est rassurant, c'est pas mal le territoire. Est-ce que vous avez une carte? Le territoire est en superficie Mais forestière. ces chiffres-là sont vieux. Ça date de 2017. Je vais en présenter d'autres. Oui, c'est Ouais, c'est ça. On les met à jour là, en ce moment. Puis ça a quand même les données datent de Si je ne me trompe pas, pour la Montérégie dans son entièreté, pas la Montérégie ouest, on est rendu aux alentours de 28%. On est qu'il y a des régions que c'est en bas de 10%. C'est un défi de. C'est déjà de maintenir ce qu'on a, c'est une chose. Puis de créer, vous savez, c'est quoi une forêt, de l'amener à maturité, ça prend des années. Quand on parle de restauration, puis on va restaurer, c'est du temps, de l'argent, puis il faut avoir la foi. Parce que des fois, on parle de défis, le centre de Virginie, c'est un autre dossier, là, mais Oui, tantôt, justement, tu parlais de la protection face aux sols de Virginie. Est-ce que vous en avez trouvé des moyens? Ben, là, c'est ça, on avait fait des protecteurs, il y a des exclos qu'on fait de plus en plus. Là, on a un projet, c'est en lien avec le boisier de Michel Chartrand. Il avait installé un exclos, mais l'objectif c'était vraiment de démontrer à la population l'impact du cerf sur la régénération naturelle. Mais on a établi un peu partout, mais de plus en plus, ces explos-là, on les utilise en milieu forestier. C'est comme un enclos Des pour les clôtures, arbres. tu sais, des clôtures de neige là, qu'on met autour des arbres, on se sert de ça, on plante, puis on peut la déplacer. Mais c'est des sous du temps aussi d'installation, puis d'enlever ça, parce que c'est pas permanent non plus. Puis l'entretien, L'entretien, des fois la même. mais Comme les protecteurs, c'est un petit peu la exactement. Oui, c'est le défi. Puis on travaille, c'est ça, le projet avec la ville de Longueuil, la municipalité de Saint-Bernard-la-Colle aussi qui participe, Héritage Saint-Bernard. On a établi des exclos, mais l'objectif est vraiment de sensibiliser l'impact du cerf sur le milieu forestier. Puis éventuellement, c'est de travailler, il y a des outils, il y a la chasse, c'est pas vraiment notre tasse de thé, mais il y a la chasse, puis il y a d'ailleurs, les modalités de chasse ont changé. Maintenant, on peut abattre une femelle et un mâle partout sur le territoire. Donc, souvent, les chasseurs, on veut juste tuer des gros bottes, mais ça vaut la peine de tuer une femelle. On peut tuer la femelle et continuer sa chasse après pour aller en quête du gros bot, si on veut dire, mais ça serait pertinent de descendre la population femelle de cerf. Je vais présenter une carte tantôt, vous allez voir la distribution spatiale du cerf de Virginie au Québec. Dans le sud, ça. C'est ça, c'est rouge, c'est rouge dans la région. surpopulation. Oui, c'est ça. On espère que ces modifications-là au niveau des règles de chasse vont avoir un impact positif, là, dans le sens qu'on va diminuer puis on va voir la lumière au bout du tunnel, mais puis en mettant des moyens comme des exclos que j'appelle, ce qu'on veut empêcher le cerf de se rendre, ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez une modélisation pour voir l'évolution peut-être dans 10 ans ou 15 ans? Il y a l'organisme Géomont qui travaille en géomatique. Eux ont fait des prises de photos quand même pendant des années. Ils sont supposés faire une prise de photos 2026. En tout cas, c'est supposé de se faire. On le veut que ça soit fait au printemps, là. Mais c'est ça. Puis ils ont des années. Il y en a 2026, 2023, il y a 2020 après ça. Mais c'est à partir de ces études-là qu'on peut faire des révisions des superficies. Puis là, ça va se faire. Il y a un projet qui va être financé là,
pour justement mettre à jour les superficies forestières du territoire. Donc, ça couvre toute la Montérégie, mais ça va être par MRC aussi, on va pouvoir montrer le portrait par MRC. Est-ce que l'évolution était linéaire? Est-ce qu'on voit quelque chose que, tu sais, que dans 10 ans ou 20 ans? Est-ce qu'on Donc, va il y a eu, entre 2004 et 2017, il y a eu 75 km² qui ont disparu en Montérégie. Entre 2017 et 2019, là, on est passé à, je pense que c'était peut-être 30 km. Mais là, après ça, ça va beaucoup diminuer, mais il reste plus grand-chose à couper. C'est sûr que depuis 1999, il y a des études, je pense la première étude sur les superficies forestières était faite en 1999, c'était avec l'Université de Montréal, je crois, qui avait travaillé sur un premier modèle. Puis là, on est capable de comparer, parce que souvent, quand c'est pas la même méthode, ça devient un petit peu plus difficile, mais on était capable de comparer avec 2004. C'était l'équivalent comme si on avait rasé toutes les montérégiennes de Montréal à Sherbrooke. C'est comme si on avait rasé à blanc toutes les montérégiennes. C'est l'équivalent à l'image qu'on se fait dire ça représente quoi la superficie forestière perdue? Bien, ça représente pas mal si on avait rasé toutes les montérégiennes de Montréal jusqu'à Sherbrooke. Puis c'est vraiment... Là, oui, il y a un ralentissement, mais tu sais, les moyennes, il faut garder ce qu'on a, puis d'essayer si on a la capacité de réintroduire l'arbre. Je sais que des milieux boisés, c'est plus difficile, mais de réintroduire l'arbre en milieu agricole aussi, je pense, là, je parle plus d'agroforesterie, il s'en est fait quand même un peu en Montérégie-Ouest avec l'IRBV, Alain Cogliastro, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissez, le CRAC. Donc, il y a eu quand même des belles initiatives qui ont été faites sur le territoire, puis de reprendre tout ça, parce que déjà de ramener l'arbre dans le milieu, que ce soit en bande, en hébrisement, en bande riveraine, dans différentes méthodes, je pense que ça va être à regarder quand on parlait de fragmentation, de reconnecter les milieux. On ne pourra pas recréer des milieux naturels, mais déjà d'utiliser des cours d'eau pour créer des corridors pour le déplacement de la faune entre les milieux forestiers, je pense que ça va être intéressant de l'envisager. C'est quoi les ressources par rapport aux espèces exotiques, tu sais, comme mettons, le nerf-brun, c'est un bon exemple, mais il y en a plein d'autres. Moi, j'ai l'impression que je pourrais travailler à plein temps là-dessus pendant 10 ans, puis il y en aurait encore. Des plans, au niveau des espèces, les espèces exotiques envahissantes, c'est un gros dossier. Juste obtenir, même nous, comme organisation, j'ai pas d'argent pour intervenir pour ces espèces-là. Au niveau de la région, ce qu'on a fait les dernières années, c'est qu'on a travaillé sur une stratégie de dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces espèces-là? On a travaillé avec, entre autres, le Conseil régional de l'environnement. Il y avait différentes organisations, dont Anglo-Terra, qui a participé au forum pour voir, c'est quoi le plan de match qu'on veut se donner? Parce que, oui, il y a des milieux, des fois, qu'on se dit, là, j'aurais beau mettre toutes les ressources qu'il faut, est-ce que je vais en venir à bout? Est-ce que je vais être capable? C'est toutes ces discussions-là qu'on a, puis comment détecter aussi, parce qu'il y a des espèces qu'on ne veut pas voir non plus, il y a des espèces qu'on n'a pas encore, au niveau des insectes, en compte, le longicorne étoilé, ça serait catastrophique, ça attaque l'érable. On m'a dit, non, juste qu'il fallait que ça... C'est ça, mais c'est pas lui qui est juste sur le bord de la cimetière. Il n'y a aucune aide gouvernementale là-dessus. Pour faire par projet, c'est une sélection, il y a un petit montant, il y a plusieurs groupes qui vont, dans le fond, soumettre leur projet. Ça ne veut pas dire que... Mais ça ne fait pas d'argent direct, puis on avait espoir, là, je dis pas que... on a eu quand même de l'argent pour faire des projets, des petits projets, mais on dit, si on s'organise en région, on dit, on met les priorités, puis on voit... Maintenant, ce soir, on n'en parlera pas parce que c'est pas ce projet-là, mais on a fait 3 projets de contrôle d'espèces exotiques envahissantes, dont du nerf-brun, dont chez principalement voisin M. Leblanc, puis chez M. Leblanc avec Québec Oiseau, puis ça a bien fonctionné, mais c'était pas envahi
c'est ça, dans le fond, il faut faire une évaluation pour voir si ça vaut la peine. Des fois, c'est trop envahi, fait que ça coûte trop cher. Tu sais, comme, là, le petit secteur de Manchester qu'on a fait, c'est comme, c'est une petite superficie, puis ça dure, il faut que ça dure 5 ans. C'est 2 ans de contrôle, puis 3 ans minimum d'entretien. Mais ça a marché. Puis le financement, il faut qu'il y ait une espèce en péril, sinon le gouvernement. Mais il y en a plein des espèces en péril, de toutes les espèces qui sont au sol, mais sont pas considérées en péril. Il faut que ce soit selon le statut du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada pour que qu'on ait une coche de plus pour avoir une chance d'être financé. Je vais mettre un point positif. Selon Alain Codiasto et le Journal de Montréal, depuis entre 1970 et 2000-2025, il y a beaucoup de friches arbustives ou des champs agricoles abandonnés qui ont été plantés. Là, j'ai eu peut-être 100 arbres que j'ai plantés qui étaient en friche, plantés 65 000 arbres entre 1989 et 2005, plantés 65 000 arbres. Je ne suis pas le seul. Mais je pense que ça, c'est une touche positive. On oublie de dire qu'il y a du positif ici. C'est bon d'entendre, ça fait du bien entendre. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, nous autres, c'est un peu ça que je vais parler. Ce qu'on veut, c'est que les citoyens et citoyennes se mobilisent. Je vais vous en parler. Merci encore. Alors, la prochaine conférence, c'est M. Stéphane Gingras. Donc, Stéphane il est diplômé de l'UQTR en géographie, maîtrise en géographie puis environnement de l'UQAM. Et puis, il milite puis il travaille en environnement depuis plus de 40 ans déjà. Il a travaillé pour plein d'organismes, Greenpeace, Great Lake United, qui n'existe plus malheureusement. Maintenant, on est rare depuis 2014. Donc, c'est notre chargé de protection de la biodiversité. Donc, c'est ça. Puis, il a aussi été dans son temps de passé, il a travaillé comme représentant des ONG pour plusieurs conventions internationales, mais dans d'autres sujets que la forêt. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, fait que M. Gingras va vous présenter notre projet pour les actions qu'on a réalisées dans le cadre de notre projet Cordon Vert que je vous mentionnais au début, la partie forêt. Je vais mettre mes lunettes. Oui, après bonsoir tout le monde. Oui, si tu peux fermer, oui. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu ce soir, jeudi soir, par cette morose contexte dans lequel nous vivons. On va essayer de se distraire un peu, même si c'est pas. Le début de ma présentation n'est pas nécessairement. Comment tu fais tranquille? Pas nécessairement joyeux. Parce que la forêt disparaît un peu plus chaque année, puis c'est ce qu'on a vu avec nos collègues de l'agence. Comme on a parlé de Géomonde, je n'irai pas dans le détail, vous avez les chiffres aussi. Il y a encore eu, c'est ça, beaucoup de pertes forestières de 2009 à 2017. Puis, si on regarde, il y a des documents qui ont été faits par l'IRBV, l'Institut de recherche en biologie végétale, avec, il y a plusieurs années de ça, en 2010, on a fait un portrait de la forêt précoloniale ici dans notre région, à quoi ça ressemblait la forêt. Puis le chercheur, M. Parent, je crois, avait utilisé les données des scieries qu'il y avait dans notre région, qui coupaient du bois, pour savoir quel type de bois était coupé, puis quelle dimension, tout ça. Puis avec ça, avec les cartes éco-forestières, il a comme reconstruit notre forêt. T'sais. Puis on sait que la forêt, là, dans la Montérégie ouest, là, qui comprend 5 MRC, c'était 72% qui recouvrait le territoire selon ces recherches-là.
Donc, on est passé 72% à 27% actuellement dans toute la Montérégie. Ici, dans la Montérégie-Ouest, il y en a un petit peu plus grâce à la MRC du Haut-Saint-Laurent, qui a des superficies forestières encore très importantes. Fait que chaque année, comme je l'ai expliqué, malheureusement, il y a une partie du couvert forestier qui disparaît à cause de la construction résidentielle, mais aussi à cause des pratiques agricoles où on a une agriculture industrielle. Il n'y a rien de bucolique là-dedans. C'est une agriculture qui cherche à faire des profits au maximum et d'avoir toujours des plus grandes superficies. Ça permet de rentabiliser les machines, rentabiliser les hommes qui labourent, etc., etc. Donc, c'est une poussée par en avant pour couper de plus en plus de forêts. En 2004, le gouvernement avait stoppé ça net en disant « Vous pouvez couper la forêt à condition que vous cultiviez par après des bleuets, des framboises ou des vignes. » Ici à Mingford, il y a un producteur qui a fait ça, il a coupé une belle pinette de pain blanc, vieux, ancien, puis là il s'est mis à cultiver des framboises, après ça il a cultivé de la vigne. Mais c'était la seule exception, tu n'avais pas le droit de couper une forêt pour mettre ça en culture de maïs ou whatever. Il avait fait ça à l'époque parce qu'il y avait une grosse poussée, je ne sais pas si vous vous rappelez, des méga porcheries qui voulaient épandre de plus en plus de fumier partout, ça prenait des superficies, puis ça en prenait toujours plus. Fait que là, les amis se sont mis à tout couper, fait que là, le gouvernement a dit « Hey, wow, ça suffit ». Il y avait ça en 2004. Mais là, on revient en arrière avec le gouvernement de la CAQ qui est actuellement en train de réformer ce règlement-là qui s'appelle le règlement sur les exploitations agricoles. Il est sorti le projet de loi. Oui, il est sorti le projet. La consultation se termine le 10 avril. Si ça vous intéresse d'y participer, vous pouvez aller en ligne et donner votre opinion. Mais j'attends une réponse du Centre québécois du droit de l'environnement à savoir s'ils vont réouvrir ça et permettre à tout le monde de tout couper parce qu'ils veulent mettre ça en maïs ou en sol. Ouais, j'avais lu un diagonale, là, en tout cas, c'est surtout dans le cas des municipalités qui sont moins boisées, là, c'est plus restrictif, mais les municipalités où je ne sais pas c'est quoi le ratio de superficie forestière, mais les municipalités où il y a plus de forêt, ben, ça semble être plus permissif au niveau des Là, en fait, M. David Lemieux-Bibeau, qui est notre ingénieur forestier avec qui on travaille depuis des années, qui a écrit ce texte-là. C'est un peu, ça vous décrit un peu la situation actuelle, c'est-à-dire que nos boisés résiduels, comme on l'a dit, sont de piètre qualité, c'est-à-dire que c'est des arbres de première succession qu'on appelle en foresterie, c'est du bouleau blanc, du peuplier, des affaires comme ça, du bois mou. Il y a de la repousse, mais ça prend du temps, comme on l'a dit. Il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des boisés ici dans notre région qui sont très beaux. Moi, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu une prucheraie extraordinaire avec des pruches de 150 ans, 200 ans dedans. C'est magnifique. Mais c'est ça, il y a beaucoup de boisés qui sont de piètre qualité. Puis on a nos érablières, puis là malheureusement il y a une tendance pour les exploitants acéricoles à vouloir enlever tous les arbres qui ne sont pas des érables. Ce qui est une erreur justement si on avait un insecte qui viendrait s'attaquer. Le fait d'avoir plusieurs essences dans une érablière, ça permet de mieux résister à des problèmes comme ça. Parce que là l'insecte, lui, s'il y a juste l'érable, ben, il va partir et il va tout bouffer ce qu'il peut bouffer. Puis, comme on l'a mentionné plusieurs fois, le broutage de la repousse forestière, c'est très important pour le centre de Virginie. C'est un animal, malheureusement, qui se nourrit de verdure. Puis lui, au printemps, quand il a passé l'hiver, avec un hiver difficile, surtout, toute la repousse des petits arbres, il va tout bouffer ça au complet. Ce qui parfois compromet, pas tout le temps, mais compromet la vie du jeune, de la pousse d'arbre. Puis l'absence quasi totale de programme de reboisement. Une petite carte pour parler de l'envahissement du centre de Virginie.
Ça vous donne une idée. Ça, c'est la densité de la récolte du sol de Virginie par 100 km² en 2024. Vous avez, là, nous autres, on est en bas ici. C'est tout en rouge. Ça veut dire qu'il y a plus de 100 serres par kilomètre carré dans notre région. Imaginez quand au printemps, ils ont faim, tous ces animaux-là, notre forêt en paye le prix. Fait que ça vous donne une idée, là, la courbe résidentielle, pourquoi cette personne-là a tout coupé la forêt au complet alentour de sa maison. Je vous montre ici la photo de droite, c'est une photo qui est prise dans notre région, sur le bord de la rivière Outarvest, où un agriculteur a complètement éliminé la bande riveraine arborescente qu'il y avait là. C'était des arbres qui avaient des arbres comme ça, sur le bord de la rivière Outarvest. Et donc, c'est un peu le même message que je pense que celui de l'AFM, c'est-à-dire, on n'est pas en train de dire aux propriétaires, aux agriculteurs qu'il faut arrêter de prélever de la ressource ligneuse pour le bois de chauffage, pour la scierie, peu importe. C'est pas ça qu'on dit, c'est qu'il faut le faire de la bonne façon, accompagné par des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font. C'est aussi simple que ça. Il faut arrêter de faire n'importe quoi. C'est un peu la partie négative de ma présentation. Mais bon. Donc là, on va passer un peu là, dans ce que nous, on essaie de faire. On travaille avec les agriculteurs depuis plusieurs années, en fait depuis 2014. On a fait des partenariats avec une quarantaine de fermes sur le territoire jusqu'à maintenant. Puis des gros producteurs, là, pas des petits producteurs. On a M. Demartin à Manchester qui a une terre de 375 hectares. Donc on essaie de travailler avec des agriculteurs qui veulent travailler avec nous. Puis, donc ça donne ça. Depuis 2014, on a planté à peu près 20 000 végétaux, c'est-à-dire des arbustes et des arbres. On a une longueur totale de plantation haies-brise-vent et bande riveraine de 17 km sur le territoire, répartis dans différentes fermes ou différentes propriétés. Puis ça nous permet, ces ouvrages-là, de séquestrer du CO2 atmosphérique. Ça, c'est un petit calcul, c'est un estimé là, avec le 24 kg par année par arbre. C'est le plus bas commun dénominateur. Ça pourrait être plus que ça, mais c'est ce qu'on aurait séquestré depuis le début de nos plantations, c'est-à-dire 1200 tonnes métriques de CO2 atmosphérique. C'est quand même beaucoup. On voit sur la photo, là, ça c'est une des plantations qu'on a fait le long de la rivière Trout, là, qui a eu un succès monstre. Là, c'est plein d'oiseaux là-dedans. C'est super travail. L'agriculteur est très content de ce qu'on a fait chez lui. En fait, augmenter la biodiversité à la ferme, c'est ça, c'est mettre une bande riveraine, mettre une haie brise-vent, aménager autour d'un étang. On a déjà fait ça chez les agriculteurs. On veut arriver à la case d'en haut. Là, on est à la case d'en bas, où le milieu agricole est quasiment désertique en termes de vie, à un milieu agricole qui est plus fertile, puis qui est plus dynamique, puis qui accueille la vie. C'est l'objectif, mettons, qu'on pourrait se fixer comme société. Oui. Ces plantations-là, c'est financé comment? C'est l'agriculteur qui paye? L'agriculteur ne paye rien du tout. Okay. Nous, on se débrouille pour aller chercher des subventions. On fait passer ça. Souvent, nous, on a une expertise au niveau de l'habitat du poisson. Fait que, comme les mauvaises pratiques agricoles envoient toute la terre dans la rivière, que ça détruit l'habitat du poisson, on arrive parfois à trouver du financement pour justement faire des ouvrages pour protéger l'habitat du poisson. Mais il y a d'autres sources de financement. Madame la directrice, c'est la spécialiste. Moi, mais c'est principalement par le programme Intendance de l'habitat d'Affaires sociales Canada. Donc, une ferme sur laquelle on a travaillé l'an dernier, les fermes Vinet à Hemingford ici, là, on a planté beaucoup d'arbres, beaucoup d'arbustes le long de la rivière l'Acadie.
C'est un ouvrage qui nous a pris 2 ans en tout et pour tout à installer parce qu'il y a beaucoup de stock. Puis c'était long. Puis aussi, on est, ça c'est mon côté géomorphologue, mais on est, quand on approche des montagnes Adirondack, qui finissent avec le petit mont Coville, autour de ça, c'est des dépôts morainiques, c'est-à-dire que c'est des dépôts de l'ancien glacier, fait que c'est des sols très peu fertiles, puis il faut faire attention à ce qu'on plante là-dedans, parce que ça ne va pas nécessairement survivre. Puis on a mis sur pied une petite campagne qui s'appelle Mon arbre, ma forêt, mon avenir, puis ben c'est ça. Dans cette campagne-là, ben, il y a la plantation agricole, mais pas juste. Là. On travaille aussi avec des propriétaires qui n'ont pas de ferme, là, qui veulent aménager leur bande riveraine ou aire brisement. Mais on essaie surtout de travailler avec les agriculteurs. Puis dans le cadre de cette campagne-là, on a démarré une pépinière. Officiellement, on l'a démarré en 2022. C'est une pépinière qui fonctionne avec des énergies alternatives, c'est-à-dire l'énergie solaire, puis qui fonctionne aussi au niveau de l'irrigation avec l'eau de pluie. Moi, l'été, quand il pleut suffisamment, je peux accumuler jusqu'à 5000 litres d'eau pour arroser mes arbres. Dans les réservoirs, on va les voir plus loin. On a un système, on fait germer les semences d'arbres. Les citoyens nous amènent des semences d'arbres à l'automne. On fait un appel à tous. On les entrepose. Au printemps, on les fait germer dans la serre. Ça va être bientôt, ça va être 3e d'avril peut-être. David voulait qu'on commence plus tôt. Là, on les met dans une espèce de bac qu'on va peut-être voir dans la prochaine photo. Non, on ne les voit pas. On les voit également, je pense. Ouais, c'est ça ici, là. C'est des bacs, puis vous voyez, il y a des cages par-dessus, parce que comme j'expliquais à Claudine, la première année, je n'avais pas mis de cage. Fait que là, on a perdu 1200 glands de chêne blanc. David n'était pas content, mais moi, j'étais vraiment. Là, je couchais quasiment dans la serre pour que le petit maudit vienne bouffer toutes mes affaires. Mais là, avec les cages, il ne peut plus rien faire. Les panneaux solaires, ben, ça sert naturellement à ouvrir, fermer les panneaux de la serre quand il fait trop chaud, parce qu'à un moment donné, dans la serre, il fait très chaud. Mais ça peut servir à d'autres choses aussi, mais pour l'instant, c'est ça principalement. Ensuite de ça, on utilise une technologie qui s'appelle des aquamats. On les voit un petit peu ici, là. Ce sont des matelas de mousse. Et puis, les arbres sont dans des pots. Et puis, ils prennent l'eau qu'ils ont besoin par capillarité par-dessous. Ce n'est pas des sprinklers qui gaspillent de l'eau. Tous les arbres se nourrissent par en dessous. Puis une fois qu'ils sont à maturité, ben là, on peut les planter ou on peut les vendre. C'est ça. C'est toutes des nouvelles technologies qu'on a essayées. Là, il nous reste, la dernière chose à faire, c'est qu'on va se construire une chambre froide pour entreposer nos semences, parce que là, actuellement, on les entrepose chez notre ingénieur forestier. Le but de ça, ben, c'est de produire des essences d'arbres qui ont pas pratiquement disparu, mais qui sont beaucoup moins présentes qu'elles ont déjà été. Je vous parlais tantôt de la forêt précoloniale, c'est un peu ça l'idée. Vous avez là une liste là, des arbres qu'on a produits là, dans les différentes années. Fait que c'est ça. Puis là, on va commencer cette année à les vendre plus agressivement. Parce qu'on veut, parce que là, jusqu'à date, on a été chanceux, on a reçu du financement de quelques fondations pour faire tourner la pépinière, mais c'est quand même beaucoup de travail, puis ça, puis on aimerait ça qu'à un moment donné, ça roule par soi-même.
Donc, c'est ça, on travaille à essayer de favoriser le reboisement. Puis pour ça, ben, on fait pousser des arbres un petit peu plus rares. On voit ici David justement en train de trier les glands. Ça, c'est des glands de chêne. On voit aussi une plantation qu'on a fait sur le bord de la rivière Châteauguay, chez des particuliers. C'était pas un agriculteur. On voit ici les cages, comment c'est fait. On a aussi des arbres qu'on plante en pleine terre. Habituellement, le ministère des Ressources, le ministère de la Forêt nous donne des arbres à chaque année qu'on redonne aux citoyens. Puis des fois, on en a des surplus qu'on va utiliser dans nos plantations ou on va les donner aux citoyens s'ils en veulent plus tard dans la saison. Mais en attendant, on les met dans des bacs en pleine terre pour qu'ils puissent grandir. Mais quand on a construit un petit kiosque l'an dernier où il va y avoir justement le tapis aquamate. Les gens ont juste à venir choisir leur arbre, ils vont être identifiés avec le prix, puis ils mettent l'argent dans une petite boîte, puis ils partent avec leur arbre, puis leur pot. Puis c'est ça. L'idée de ça, c'est que tout le monde, justement, peut participer à l'effort de reboisement. Elle est située où exactement, la pépinière? Comment? La pépinière est située où Elle est à Hemingford, 60 chemin Coville, pas loin de la boucherie bio. OK. Fait que ça, c'est des actions qu'on peut faire. Nous autres, on fait aussi des cahiers diagnostiques un peu plus peut-être poussés que le plan d'aménagement forestier, dans le sens où, justement, on a David qui vient faire l'inventaire forestier sommaire pour donner ça aux propriétaires. Mais aussi, nous, on fait les inventaires d'oiseaux, les inventaires de poissons, s'il y a un cours d'eau sur la propriété. On va aussi les chauves-souris qu'on fait aussi. Toutes les plantes forestières, David, c'est un grand spécialiste. Là, il fait partie de Botanica Québec. Fait que toutes les plantes forestières rares, David est en mesure de les identifier et les mettre dans le cahier du propriétaire. Le but du cahier du propriétaire, c'est tout le temps d'améliorer les connaissances du propriétaire pour que lui puisse prendre son patrimoine naturel dans ses propres mains et s'en occuper lui-même. Un peu de la même façon, on accompagne, comme l'agence accompagne pour gérer la forêt, nous on accompagne pour gérer le patrimoine naturel, c'est plus global. C'est un peu ça la différence entre Ambiothérapie et entre le cahier du propriétaire et Ambiothérapie, c'est ce que fait l'agence. C'est ça, donc, attends un peu, je voulais vous montrer la carte, parce que chaque année, on distribue des arbres aux citoyens. Ouais, c'est juste pour donner une idée, parce que là, depuis 2 ans, à chaque fois qu'on distribue des arbres aux citoyens et citoyennes, on fait ça une fois par année. Habituellement, c'est à Homestown, au Anglican Church. On prend en note tout ce qu'on a donné à chaque citoyen, puis après ça, on va reporter ça sur la carte. Donc, plus le point est gros, plus la citoyenne a pris beaucoup d'arbres. Mais c'est juste pour donner aussi une idée du travail que les citoyens et citoyennes peuvent faire chacun de leur côté, pour donner en bon français, du empowerment. Mais c'est ça donc. Je vais terminer avec ça. Merci. Stéphane, j'ai une question. Oui. Est-ce que la pépinière, vous faites seulement des arbres ou aussi des arbustes et des plantes? Là, on a commencé une espèce d'arbuste indigène, mais endémique même, ça veut dire qu'il vient de la région ici. Là, que c'est David qui l'a sélectionné. Donc, cependant, cet arbuste-là, ça prend 2 ans avant de germer. Fait que là, il va germer là, au printemps en principe. Mais l'an passé, on a avait plein de beaux petits pins rigides, là. Magnifiques, là. Ils sont tous cute. C'est la première fois qu'on fait un conifère. D'habitude, tout ce qu'on a fait jusqu'à là, c'est des feuillus. Mais comme le dit Claudine, ici, on n'est pas dans une forêt de conifères. Les gens à la distribution d'arbres, ils nous demandent des conifères, mais
C'est parce que c'est pas ça la dominance du peuplement. Ici, c'est des forêts de feuillus. C'est un des seuls endroits au Québec, d'ailleurs, où on a une forêt de feuillus, parce que tout ce monde, ça disparaît. Là. Les seuls résineux qu'on a dans la région ou dans Montérégie, c'est pas du tabac de pinette, c'est du juche, Puis du pain de un peu de cèdre aussi, là. Le pain rigide, Oui. il y a une réserve écologique des pains rigides. Oui. Quand je regarde, c'est sur de la roche. Oui. Donc, si on en plante chez nous, est-ce qu'il faut les planter dans un endroit très sec? Pas nécessairement, parce que le pain rigide, lui, son problème, c'est qu'il se régénère seulement avec des feux de forêt. Fait que donc, s'il est là, c'est parce qu'à un moment donné, probablement, il y a eu un feu de forêt. Fait que là, il s'est installé là, mais sinon, c'est pour ça que tu n'en vois pas d'autres dans le paysage. Parce que... Ben, merci beaucoup tout le monde qui ont participé. Merci à nos conférenciers, conférencières. Plaisir.